Bon, on va parler 2 minutes là. Est-ce que Netflix c'est vraiment nul? Alors en général déjà, mais pour les films et séries historiques plus précisément. Cette question, elle sort pas de nulle part, parce qu'en fait, elle vient de vous. Depuis le début de l'année 2023, j'ai sorti plus d'épisodes autour de films et de séries, sur Netflix ou pas d'ailleurs, et c'est un commentaire qui revient assez souvent. Netflix, c'est nul, les productions Netflix sont médiocres, et pour les choses historiques, alors là, n'en parlons pas, c'est pire que tout. Bon, au début, j'ai pas vraiment compris, et en fait, je me suis dit que ça valait le coup d'en parler un peu. Alors Netflix, c'est quoi? C'est une entreprise américaine fondée en 1997 qui à l'origine proposait de la location et de l'achat en ligne de DVD. Donc à la base, c'était surtout pour des DVD uniques, et puis son service de location s'est rapidement doté d'un abonnement mensuel permettant de louer ce que l'on voulait plus facilement. Retenez ça, ce sera important pour la suite. En 2007, en suivant l'évolution des modes de consommation et des technologies numériques, Netflix lance un service de vidéo à la demande moyennant un abonnement. C'est le Netflix que nous connaissons encore aujourd'hui. En payant un abonnement mensuel, vous avez accès à un catalogue de films immense, avec des séries, des émissions, des documentaires aussi. Ça a tellement bien fonctionné qu'aujourd'hui la plateforme compte des centaines de millions d'abonnés dans le monde et est devenue leader sur ce marché. Un modèle copié par d'autres depuis, mais qui peine à atteindre la même simplicité d'usage. On pense bien entendu à Amazon Prime et Disney+, qui s'en sortent surtout en s'appuyant sur la force de frappe de leurs méga entreprises respectives et de leur catalogue. J'aurais pu parler de mégacorp, des entreprises gigantesques qui ont le poids financier et diplomatique proche de certains pays. Ça aurait été très rigolo et très cyberpunk, il y aurait beaucoup à en dire, mais c'est pas le sujet, alors on va rester concentré. Netflix s'est tellement ancré dans nos quotidiens et dans notre société qu'il existe désormais un nombre de mèmes et de blagues sur le sujet incroyable, ce qui est souvent le signe d'une appropriation profonde d'un concept. Évidemment, avec le succès, ces plateformes ont pu mettre en place un autre plan, celui de la production originale. Quoi de mieux pour un service de vidéo à la demande que d'avoir son propre contenu? Plus besoin de payer les droits et beaucoup d'argent à se faire pour continuer à développer son empire vidéo. C'est là qu'on va commencer à toucher du doigt notre problème de Netflix nul. Mais avant de poursuivre notre petite histoire, arrêtons-nous un instant pour parler du sponsor du jour. Et aujourd'hui pour la sponsor, j'ai changé de vêtements et de décor parce que je ne respecte absolument rien, mais le sponsor est un partenaire régulier d'Histoire Appliquée, il s'agit de Novium. Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous connaissez déjà Novium, puisqu'on en parle régulièrement, cette marque de stylo inspirée de la conquête spatiale. Leur particularité principale, c'est qu'ils semblent défier la gravité, puisque la version 1 tient toute seule en l'air, la version 2 a un angle de 23,5 degrés. Leur V3 n'est pas en reste, je l'ai juste ici, il s'agit d'un superbe modèle adaptable soit en stylo plume, soit en roller, ou interchangeable entre les deux. Et je vais pas vous mentir, désormais j'en ai toujours un sur moi, le noir sur son socle et pour mon bureau juste derrière vous, le bleu Neptune dans son étui pour mes manteaux au cas où, et le Mars Magma quand je vais en déplacement, il est juste là, ou quand j'écris en extérieur. Je crois que c'est mon préféré, je l'aime beaucoup, voilà. Quand je vous disais que j'étais devenu fan, c'est pas une image. Actuellement, ce sont les stylos que j'utilise le plus alors que je suis particulièrement difficile sur la question et qu'avant j'écrivais surtout au stylo plume. Leurs designs sont magnifiques, la sensation d'écriture est vraiment chouette et vous pouvez même choisir l'épaisseur de la mine à vos convenances. Bref, c'est bientôt Noël, donc si vous n'avez pas d'idée de cadeau, ça pourrait faire quelque chose de plutôt chouette. J'ai moi-même prévu d'en offrir, mais je peux pas tellement vous dire quoi ni à qui parce que, il y a les gens à qui c'est destiné qui regardent mes vidéos, donc ça reste entre nous. Voilà, bien entendu, comme toujours, Novium vous propose un code promo pour l'occasion, 10% de réduction sur toute leur gamme de stylos, roller et stylo plume Overpen, avec le code Histoire Appliquée, et je vous mets évidemment le lien en description. Merci à Novium de sponsoriser une fois de plus la chaîne et aider à la faire vivre. N'hésitez pas à vous laisser tenter, et puis nous, on va repartir sur les problèmes de la chaîne qui fait tout doom. Netflix se met donc à produire du contenu et négocier des droits de diffusion exclusifs. Les premières séries et films reçoivent une critique pour le moins mitigée, pour ne pas dire assez mauvaise. L'industrie du cinéma voit d'un mauvais œil l'arrivée de ces nouveaux producteurs et ne se prive pas de leur tailler des shorts. Même pas repassé en plus, voilà. Enfin ça n'a rien à voir avec un vrai short en réalité, ça veut dire que tout le monde tape sur Netflix pour plein de raisons différentes. Mais les consommateurs sont là et la plateforme continue son ascension, notamment en produisant de plus en plus chaque année. Et petit à petit, les productions de Netflix se taillent la part du lion des temps de visionnage des consommateurs, comme celle des autres plateformes. Voilà pour le petit historique. Bien entendu, je passe sur les questions de législation, d'éthique, d'équilibre des productions et de la puissance de Netflix qui est telle que les modes de consommation changent
Et ça remet en question des modèles économiques qui sont déjà assez fragiles. Au moment où j'écris ce texte, nous sommes en avril 2023. Netflix vient d'abandonner définitivement sa première activité, les DVD loués à domicile, et ça laisse un peu de côté son aspect vidéoclub. Ah oui, pour les plus jeunes, un vidéoclub, c'était une boutique où on pouvait louer un film pour un temps donné, le regarder chez soi et le ramener ensuite. Voilà, des Blu-ray, des DVD, des VHS, vous aviez des choix différents selon les périodes. Ah oui, mais pour les plus jeunes, une VHS, c'est une sorte de cassette sur laquelle est enregistré le film. Voilà, c'était le moyen le plus répandu pour avoir de la vidéo avant le DVD, mais de qualité moindre qu'un CDV. Ah oui, alors pour les plus jeunes, un CDV, c'est comme un DVD, mais de la taille d'un vinyle. Non mais on en parle un autre jour. Partant de là, et c'est un peu le fond de ma réflexion, c'est tout de même difficile d'aller dans un magasin où on peut potentiellement tout trouver et dire que tout est nul. Voilà, sauf si vous êtes vraiment compliqué, ou que vous voulez boycotter le magasin pour telle ou telle raison, ce que je peux parfaitement comprendre. Mais en soi, Netflix, c'est pas vraiment nul, faut juste prendre le temps d'y chercher des bonnes choses au milieu de tout ce qui s'y trouve. Exactement comme sur YouTube d'ailleurs, pour pas aller plus loin. Si vous ne regardez que les tendances YouTube, vous allez peut-être vous dire que YouTube c'est nul. Pour autant, si vous regardez encore cette vidéo, c'est que la curiosité vous a poussé à chercher autre chose qui vous interpelle ou qui vous plaise plus. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, je fais plein de choses interpellantes et plaisantes. Netflix est un vidéoclub. On y trouve donc autant d'œuvres géniales que de choses médiocres. Ajoutons à cela les programmes régionaux, c'est-à-dire conçus avec les codes et les approches d'autres régions du monde. Ces codes, parfois on a du mal à les comprendre, à les percevoir et à les apprécier. C'est comme ça qu'un film considéré comme fantastique en Asie peut être considéré comme très mauvais chez nous. Voilà, cette tendance elle change ces dernières années, grâce à l'accès de plus en plus facile au cinéma d'autres pays et l'adaptation des codes culturels. Mais bon, on va pas se mentir, l'effet il existe encore bel et bien. D'ailleurs, la percée cette dernière décennie de l'excellente industrie du cinéma coréen est une belle démonstration de cet effet, à l'origine un peu boudé, mais aujourd'hui avec beaucoup de succès. Mais là-dessus, je suis sûr que d'autres chaînes de cinéma en parleront mieux que moi, allez voir Clara Runaway par exemple. Et tout ça, eh bien c'est assez positif, ça permet de découvrir aussi la manière dont d'autres pays parlent d'histoire, et parfois c'est surprenant de constater que des pays lointains arrivent à mieux mettre en scène notre histoire que nous, voilà. Un jour on fera un sujet sur les mangas, vous allez voir. Bon, peut-être qu'il sera déjà sorti au moment où je ferai celui-ci d'ailleurs, en ce moment j'écris plein de trucs. Bref, Netflix en termes de contenu n'est donc pas fondamentalement nul. Encore une fois, je mets de côté l'aspect politique et production de la chose, c'est un sujet vaste et complexe, d'autant que la France a des accords spécifiques avec Netflix. Et ça, c'est pour respecter sa propre organisation. Et bien entendu, les questions autour de la fameuse chronologie des médias qui font vivre tout un secteur actuellement. Mais intéressons-nous un peu plus aux productions purement historiques, ou de fantasy, parce que c'est un peu la même chose. Je vais ouvrir Netflix et taper historique pour voir ce sur quoi je tombe. Et en fait, je tombe aisément sur des centaines de films et de séries au catalogue. On y trouve des trucs franchement médiocres, comme Roman Empire, Last Night, Medieval, Robin des Bois, Barbarians ou Nightfall. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un truc sur Nightfall. C'est une série sur la chute des Templiers, mais je crois que je vais souffrir si je dois regarder ça en entier. J'avais déjà regardé le premier épisode et... oh, j'ai envie de vomir. On trouve aussi des choses historiques discutables, mais qui ne manquent vraiment pas d'intérêt. On pense à The Patriot, Gladiator, Outlooking, Marco Polo, The Last Kingdom, la liste est vraiment longue, et il y a aussi des choses très bonnes. Enfin, très bonnes historiquement, je veux dire, parce qu'en termes de films, de cinéma pur, la liste précédente, elle était déjà plutôt chouette, mais là, je pense au film 1917, à la série Downton Abbey, à l'Ouest, rien de nouveau, The Dig, et si vous connaissez pas The Dig, c'est plutôt sympa. C'est un film sur la découverte archéologique de la tombe de Sutton Hoo, une sépulture saxonne considérée comme une des plus grandes trouvailles archéologiques de tous les temps, celle dont on a sorti ce fameux casque à moustache là. Moustache. Bon, j'ai pas forcé, j'ai cité des choses sur les premières qui m'étaient suggérées, mais il y a vraiment des centaines et des centaines de choses, du plus moisi au plus exceptionnel. Comme on dit, il y a à boire et à manger, et vous pouvez trouver un peu de tout si vous prenez le temps d'être curieux et de vous renseigner peut-être sur certaines productions. Maintenant, je reconnais sans peine que le côté documentaire de Netflix a un énorme problème. Qui touche aussi les films et les séries d'ailleurs, mais disons que c'est vraiment très problématique sur les docus. Il n'y a pas de curation. Il n'y a pas de curation, voilà. Ça n'a rien à voir avec les cures ou quoi que ce soit. La curation, c'est l'activité qui consiste à trier, hiérarchiser et présenter du contenu pour le partager. C'est trier la masse d'informations pour en sortir ce qui pourra intéresser le public et lui présenter de manière à ce qu'il puisse faire son choix en pleine conscience. C'est ce que je fais sur Twitter par exemple, quand je partage des infos historiques ou des objets archéologiques étonnants. En réalité, je disais qu'il n'y avait pas vraiment de rapport avec les cures, mais ce n'est pas tout à fait exact. Faire une cure, c'est prendre soin de soi.
La curation, c'est prendre soin de l'information et comment elle est transmise. Un curator en anglais, c'est un conservateur de musée en français. Il prend soin des œuvres dont il a la charge et choisit celles qu'il peut montrer au public en fonction des moyens qu'il a. Ça vient de la même racine latine, curare, prendre soin, et je trouve que c'est assez révélateur. Bref, Netflix ne fait pas de curation. Le contenu documentaire proposé laisse sans prendre du recul, ce qui veut dire que ce qui va décider du succès d'un docu, c'est à quel point il va être bien produit, bien vendu et pas du tout de sa justesse. C'est comme ça qu'on y trouve des productions qui sont de l'ordre du spectacle, comme Dans le sillage des pirates ou Le temps des samouraïs. On fait surtout du sensationnalisme à outrance pour vendre, quitte à s'asseoir sur la réalité historique et à arranger cette réalité parfois. Cela vous semble étonnant pour un documentaire? Rassurez-vous, c'est très régulièrement le cas sur les documentaires historiques, qu'ils soient sur Netflix ou non. Y compris sur le service public à la télévision française. Et ça aussi, il faudra qu'on en parle à l'occasion. Et le problème de ce manque de recul sur les documentaires, parfois, c'est qu'il est très politisé. Prenons par exemple L'essor de l'Empire ottoman, série documentaire turque mêlant la fiction avec des interventions de spécialistes et des voix off. C'est un classique des docus maintenant, qui se veulent sérieux en faisant de la mauvaise reconstitution. À la limite, ça, j'ai envie de vous dire que je commence à être habitué. La série a eu un très fort succès et retrace le parcours du sultan Mehmed II au XVe siècle. Et le gros problème, c'est que c'est moins un documentaire historique que de la propagande politique, avec beaucoup d'informations erronées, beaucoup de manières de montrer des choses particulièrement déformées. Voilà, dans un contexte où le régime turc du président Tayyip Erdogan tente de s'appuyer sur la légitimité fournie par l'Empire ottoman pour justifier une politique assez belliqueuse et assez discutable, évidemment, une telle production est loin, et très loin, d'être anodine. Mais bien entendu, et c'est terrifiant, ce n'est pas le pire. On trouve aussi sur la plateforme des productions comme À l'aube de notre histoire, qui tombent franchement dans le complotisme le plus complet. Présenté comme un documentaire, vendu comme un documentaire, avec la formule la plus sérieuse qui soit. Et sans recul sur ce que vous regardez, sur ce que nous regardons, sans qu'on soit prévenu, eh bien malheureusement, si on ne connaît pas le sujet, on peut prendre ça au premier degré. Et c'est de cette manière que l'on appauvrit la culture générale ou scientifique du public, en leur vendant des choses fumeuses au même niveau que la réalité, en se parant du sérieux, du réalisme, pour faire croire tout et n'importe quoi aux spectateurs. Bon, évidemment, la chose elle fonctionne aussi pour les films et les séries, mais ça, c'est ce que j'essaye de vous faire comprendre petit à petit sur les épisodes de la réserve. Disons que pour les documentaires, c'est encore pire, parce que de base, ça a le tampon « documentaire égale vérité ». Voilà, le vrai problème de Netflix, c'est ça. Il ne trie pas l'information. Pour autant, la qualité est présente. Vous devez juste faire l'effort de la chercher. Bien entendu, tout le monde n'aura pas ce réflexe, mais n'hésitez pas à vérifier. En fait, une petite recherche Google, souvent, ça vous permet rapidement de trier le vrai du faux. Retenez donc que Netflix, c'est comme un grand vidéoclub. Il y a à boire et à manger, mais on ne peut pas dire que ce soit nul. Souvent, dire que c'est nul, c'est rester un peu bloqué dans le Netflix d'il y a 10 ou 15 ans, quand il commençait à faire des productions à la qualité variable, et que nous étions abreuvés des discours des sociétés de production classiques, qui a rejeté tout en bloc. Désormais, il y a beaucoup à y découvrir et qui sait, en y passant un peu de temps, vous pourriez y trouver de quoi vous inspirer et vous intéresser. Les vraies questions à se poser, si vous voulez vous en poser, ce sont celles de la manière dont Netflix produit et diffuse ses créations, si cela ne risque pas de remettre en cause des équilibres fragiles et des métiers déjà précaires. Mais bon, ça, pas vraiment ma spécialité et je me garderai bien de développer ce sujet avec vous parce que je le connais trop mal. C'est tout pour cette petite réflexion, dites-moi en commentaire si vous avez fait des belles découvertes sur Netflix, et nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, liker et partager celle-là parce que c'est ce qui fait vivre la chaîne, et en attendant n'oubliez pas que l'histoire est vivante.